Dysfonctionnement, cacophonie et puis dissonance des interventions. Tous les ingrédients sont réunis pour entacher la solution à la crise que traverse la Libye depuis 2011. Un fait qui a fini par exaspérer certains dirigeants du continent qui, réunis au sein du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye, ont donné de la voix. Rien n'est plus nuisible à nos efforts de solution de la crise libyenne qui a contrarié des agendas et des approches des intervenants, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en ouverture d'une réunion à Brazzaville le 9 septembre. Des propos corroborés par Sassou Nguesso, l'hôte de la réunion, l'Union africaine et son comité n'ont pas d'agenda caché en Libye. Des menaces à peine voilées, des commentaires pertinents. Pourquoi avoir mis tant de temps pour se pencher sur cette crise libyenne? Quelle a été la position de l'Union africaine quand la coalition franco-britannique avait entrepris de désintégrer la Libye? La voix congolaise est-elle la bonne? Mesdames, Messieurs, vous êtes dans votre émission de décryptage Angle de vue. Bonjour et bienvenue. Résolution de la crise libyenne, le Congo, initiative africaine ou la main invisible de l'Occident. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes politicien, en tout cas analyste politique et communicateur. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Pour partager donc vos réflexions sur cette question. En face de vous, c'est Titus Folly. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et consultant média. Merci également de répondre à notre invitation. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Voilà. Avant donc de retrouver nos invités pour la discussion, place à la transition. Lorsqu'on rappelle, Titus Folly, Lamine Cissé, que la communauté internationale a discrètement condamné le projet de révision constitutionnelle de 2015 au Congo-Brazzaville. Les dérives survenues avant et pendant les législatives de juillet 2017 ont subi le même sort. Aujourd'hui, des dirigeants africains réunis à Brazzaville stigmatisent la dissonance des intervenants, ou du moins des interventions en Libye. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on est sur une bonne piste, Titus Folly? Oui, on est sur une bonne piste au regard du profil du président Sassou Nguesso. Vous savez, le président Sassou Nguesso, au regard de sa fulgurance, légionnaire attitré, ancien chef rebelle, bon, président qui a eu une longue longévité et ayant un calendrier d'adresse qui lui permet d'avoir beaucoup d'entrées, aussi bien en Occident qu'en Afrique. Tout ça l'a réuni, je pense que bon, c'est le profil indiqué. Quand on sait qu'en Afrique, ces derniers temps, les dinosaures, les Mohicans comme Mugabe, comme Paul Biya, qui ne s'intéressent à rien. Et bon, Théodoro Nguema Bazogo, qui a beaucoup de pécadilles, beaucoup de dossiers à régler avec sa fatrie. Je pense que c'est le meilleur profil pour régler ce contentieux qui, depuis 6 ans, est en train d'agiter la Libye. Très bien. Merci beaucoup. Lamine Cissé, vous êtes dans cette vision aussi. Vous pensez que Sassou représente la bonne adresse aujourd'hui pour cette crise libyenne? Non, je ne suis pas dans la même approche. D'autant plus qu'il a un peu parlé de Mugabe. Je crois que Mugabe est l'homme à abattre des Occidentaux aujourd'hui. Celui à mieux qui défend les intérêts de l'Afrique. Parce que étant un combattant qui a lutté pendant des années pour libérer le Zimbabwe, à son âge, il est au pouvoir, mais lutter contre un système. Mais souvent, il est stigmatisé, mal compris, parce que les médias occidentaux contrôlent tout, et ils disent de cet homme-là, qui est un panafricain convaincu, qu'il est le pire des Africains. Et souvent, vous voyez, ceux que les chefs d'État, que les Occidentaux adulent, ce sont les chefs d'État qui garantissent leurs intérêts. Alors pour moi, Sassou Nguesso est la France-Afrique. La France-Afrique, aujourd'hui, il ne devait pas être au pouvoir. Pourquoi les mêmes conditions en RDC ne sont pas acceptées et les mêmes conditions sont acceptées pour lui, pour qu'il révise la Constitution et qu'il reste toujours. Parce qu'il est le défenseur de la France-Afrique. Ça, c'est la politique intérieure. D'accord. Mais maintenant, Sassou Nguesso, en tant qu'homme à l'extérieur, il peut apporter beaucoup parce qu'il n'est pas le seul à décider. Il est entouré, bien entouré. Non, mais bien entouré aujourd'hui, c'est un comité qui
au sein duquel se retrouve également l'Union européenne, tout comme les États-Unis. Dans le même temps, il y a les présidents du Niger, de la Mauritanie et même de l'Afrique du Sud. Par exemple, Idriss Déby n'est pas là, même si celui qui aujourd'hui préside la commission de l'Union africaine, Mamad Faki, est un Tchadien. Idriss Déby, qui est quand même frontalier à la Libye, ne participe pas à ce comité. Oui, mais justement parce représentatif, ce comité-là. Mais le président de la commission de l'Union africaine est un Tchadien. Ça suffit pour que... Mais ça suffit largement. Parce qu'il ne soit pas à la table de négociation. Mais le Tchad sera représenté 2 fois. Et c'est inutilement. Je crois que quand le président de la commission, il faut lui laisser la latitude de gérer. Vous savez, le président de la commission est là et que son président est là. Vous voyez, cet accrochage au sein du comité, ce n'est pas réaliste. Alors moi, je pense que nous sommes en train de gérer ce qu'on appelle les effets. C'est dommage. En Afrique, on gère les effets. Les causes, on devait éviter ces causes-là. Éviter donc ces causes. Est-ce que l'Union africaine pouvait anticiper sur ce qui se passe aujourd'hui en Libye? Oui et non. Oui, parce que au début, l'Union africaine n'a pas joué tout sauf à tout. L'Union africaine a été amorphe, chlorophomée. Elle a laissé le temps au temps pensant que, bon, de l'autre côté, il devait avoir un peu de la jugeote, le mot est trop fort. Mais au moment où les cristaux étaient en train de s'équilibrer et il fallait l'intervention de l'Union africaine, les têtes de pont qui pouvaient jouer ce jeu étaient un peu discréditées. À ce moment où vous avez vu celui qui donnait de la voix, celui qui montait au front régulièrement, c'était Zuma. À ce moment, Zuma a été empêtré dans les scandales. Donc, il n'avait pas eu toute la légitimité nécessaire pour défendre ce dossier. Bon, je disais que tout à l'heure que c'est quand on fait le tour en Afrique, qui pouvait encore défendre, qui pouvait encore porter l'étendard, le pélon pour défendre un tel dossier. Il n'y a que Sassou Nguesso. Et je continue d'insister que, oui, il a le profil. Le seul handicap que je lui trouve, peut-être qu'il n'est pas trop imprégné des réalités arabophones. Bon, s'il arrivait à surmonter cet handicap-là, je pense qu'il pouvait bien jouer le dos. Donc, oui, l'Union africaine a traîné. Mais non, l'Union africaine, vous savez, sur l'échiquier international, l'Union africaine n'a pas les moyens de sa politique. Tous sont leurs cordons. Pourquoi alors exister? Non, de façade. Vous savez, même déjà la trésorerie de l'Union africaine, hein, ça vient à 75% de l'extérieur, de l'Union européenne, de la Chine. Donc, quand vous-même, vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous n'existez pas. Vous êtes obligé d'être dans une position, bon, attentiste ou bien d'une position d'assistanat éternel. C'est ça qui a fragilisé un peu la position de l'Union africaine. Sinon, dès le début, dès l'entame de ce dossier-là, l'Union africaine avait les moyens de faire savoir sa position, une position ferme, qui pouvait faire reculer le tandem Sarkozy et Grande-Bretagne. Mais malheureusement, Lamine Cissé, ils ont traîné. L'Union africaine aujourd'hui, avec son haut comité présidé par Denis Sassou Nguesso, qui a déjà 35 ans de règne, on reprochait donc à Kadhafi d'avoir été dictateur, 40 ans de pouvoir, c'est trop, il n'a qu'à partir, et finalement, il a été assassiné. Aujourd'hui, pour régler cette question et rapprocher les frères ennemis libyens, c'est Sassou Nguesso, 35 ans, qui aujourd'hui est le porte-flambeau de la France-Afrique, qui se met au devant de l'initiative africaine. Vous savez, on a dit l'Union africaine à l'époque de Kadhafi, quand les gens bombardaient, qui était à la tête, c'est Jean Ping. C'est un produit de la France-Afrique. Vous savez, après, nous sommes tenus par ce système jusqu'à présent. Nos chefs d'État, il y a des chefs d'État engagés, combatifs, mais dans ce... Combien d'États? Dans ce groupe de l'Union africaine, tous les chefs d'État, il y a des valets de l'impérialisme qui ont filtré, qui font tout pour que l'Union africaine ne soit pas efficace. Mais Kadhafi, celui qui avait apporté les moyens, les ressources financières nécessaires, qui travaille à créer la Banque africaine, la monnaie unique, il a mis 30 milliards sur la table, qui a permis à l'Afrique d'avoir un satellite avec 300 milliards de dollars qu'il a dépensé avec certains, en concertation avec les chefs d'État. Mais ce monsieur-là, il faut l'abattre. C'est ça le problème. Il faut l'abattre. Aujourd'hui, il a été abattu depuis 2011, qu'il n'est plus au pouvoir. Eh bien, la Libye a sombré dans une certaine instabilité. Alors, vous avez dit tout à l'heure là que les gens pensent que la Libye... Ce n'est pas le peuple libyen qui a dit que Kadhafi est un dictateur. Parce que le peuple libyen vivait mieux que le peuple... C'est quand même ce peuple qui s'est soulevé. Mais ils ont monté un semblant soulèvement. Comment? Ils ont créé de toutes pièces ce soulèvement-là.
C'est un montage. Vous en êtes sûr? Mais j'en suis sûr, parce que vous savez, l'Occident, si vous vous attaquez à leur intérêt, ils s'attaquent à vous, au cœur, dans votre propre pays. Mais aujourd'hui, le peuple libyen est en train de mordre les doigts. Ce peuple libyen vivait mieux que les Occidentaux. Tu ne paies pas de location, tu as une maison, tu n'as pas de taxes, c'est-à-dire qu'ils vivaient extraordinairement bien. Contrairement à nos pays, le Sassou Nguesso dont vous parlez qui a 35 ans de pouvoir, Sassou Nguesso qui est dans son pays, est-ce que le pétrole congolais a profité aux Congolais? Est-ce que le Gabon de Jean Ping à cette époque, jusqu'à présent, est-ce que le pétrole gabonais a profité aux Gabonais? Le Gabon fait 2 fois plus en superficie, 2 fois plus grand que le Bénin. Le Gabon, à l'indépendance, avait 300 000 habitants. Aujourd'hui, ça fait moins de 1 500 000. Le Gabonais vit mieux que le Béninois. Les infrastructures routières, le Bénin a plus d'infrastructures routières que le Gabon. Mais ce système qu'il faut briser, celui qui se lève pour se briser ce système-là, on te brise. C'est ça la réalité. Quand vous faites des analyses politiques, il faut voir les causes. Cette rencontre-là, j'ai peur que ça soit au profit, ce rangement ce soit au profit, n'est-ce pas, des Occidentaux qui veulent en tirer. Ils ont saccagé avec les conséquences, ces corollaires qui sont venus jusqu'au Mali ici, qui a créé des troubles à cause de la Libye. Et ils sont tranquilles chez eux. Hein? Et c'est nous qui sommes en train de ramasser les pots cassés. Titus Foli, rien n'est plus nuisible à nos efforts de solution de la crise libyenne que la contrariété des agendas et des approches des intervenants. C'est le président de la Commission de l'Union africaine qui parle ainsi, un peu comme vous faites la liaison entre la rencontre que Macron a eue avec les frères libyens. Est-ce que vous pensez effectivement que l'Occident n'a pas à intervenir dans cette crise? Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Quand on décrypte un peu le champ sématique de cette intervention, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a trop d'interférences, il y a trop d'interfaces. Ceux qui ne doivent pas s'occuper, ceux qui ont fini de faire le sale boulot. Mais c'est quand même sous le gîte des Nations Unies que le gouvernement d'union nationale a été installé aujourd'hui. Non, au-delà. Il faut comprendre pourquoi, très tôt, après sa prise de pouvoir, Macron s'est dépêché de rentrer dans ce dossier. Pourquoi? Non, les Européens sont là pour leurs intérêts. Et les intérêts en Libye, les intérêts des Occidentaux sont colossaux. Il y a le pétrole. Et le pétrole est aujourd'hui sous la tutelle du général, du maréchal. Ah ouais. En le laissant avoir pignon sur rue, en le laissant avoir la tutelle des ressources énergétiques de la Libye, les Occidentaux n'ont pas le sommet facile. Donc il fallait tout faire pour récupérer, pour rapidement maîtriser cet agenda-là. Donc je suis parfaitement d'accord avec cette analyse du président de la Commission de l'Union africaine, qui dit que non, il y a effectivement cette interférence. Il y a en quelque sorte cette manie subtile de faire comme si on était en train de tout faire pour régler le contentieux, alors que c'était pour tirer les ficelles. Donc vous vous inscrivez également dans la logique. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Alors, Sassou Nguesso, par exemple, pense que l'Union africaine et son comité n'ont pas d'agenda caché en Libye. Qui a alors d'agenda caché là-bas? Non, mais ça ne peut être que des Occidentaux. Je crois que... Et qu'est-ce qu'il y met dedans? Agenda caché, c'est exactement cela? Vous savez, c'est le non-dit. Exploiter leur pétrole? C'est le non-dit. Évidemment, l'Afrique n'a pas besoin d'exploiter le pétrole libyen. L'Afrique a voulu, tout simplement, voudrait que le pétrole libyen profite aux Libyens. Quand ça profite aux Libyens, ça profite aux Africains. J'ai dit, ils ont réussi à éliminer quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train de mettre, le volontariste, qui est en train de mettre les moyens à la disposition des Africains pour que les Africains s'affranchissent. Il connaît les voies et moyens de les faire. Parce que, vous savez, mettre à genoux le Fonds monétaire international et l'FMI, pour le dire, on n'a pas besoin de votre argent, c'est Kadhafi qui travaille là-dessus, avec des panafricains chefs d'État. Mais il faut l'éliminer, il faut l'extraire, c'est tout. Maintenant, les conséquences, on est en train de gérer. Maintenant, là, pour gérer les conséquences, les Africains sont importants. Là, il vient de l'Union africaine, bombe la poitrine. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire, en tant qu'Africain, vous avez à peu près les larmes aux yeux en voyant la souffrance de ce peuple-là, ce peuple ignorant qui souffre. Parce que tout simplement, nous avons des dirigeants qui ne portent pas encore la culotte.
C'est ça le problème. Aujourd'hui, le président du Haut Comité de l'Union africaine demande qu'on respecte la volonté du peuple et qu'on soutienne également le gouvernement provisoire installé aujourd'hui à Tripoli. Non, pour moi, ce gouvernement est un gouvernement fantoche. Moi, je ne reconnaîtrais pas un gouvernement qui soit monté par ces Occidentaux-là. Comment ça? Non. Est-ce qu'ils sont issus d'une élection libre et démocratique? Celui qui gagne le terrain aujourd'hui, le général, mais qui a toute la richesse... Aucune institution ne l'accompagne. Il s'est autoproclamé. Qui c'est? Le général, ceux qui sont venus bombarder, ils ont demandé au peuple libyen de venir bombarder en Libye et de tuer leur président. Oui, parce qu'ils sont passés par quand Benghazi ça a commencé à faire beaucoup de morts. Qui les a appelés? La population a appelé quand même à l'aide. Et la preuve, quand les chars français sont intervenus à Tripoli, même déjà à Benghazi, c'est quand même des applaudissements de la population. Mais on a suivi les images. D'accord. Mais en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, on tuait combien d'Africains? Qui a intervenu militairement pour arrêter le massacre de ce pouvoir blanc pendant combien de décennies? Ils ont fait quoi? Est-ce que c'est les mêmes époques? Rien du tout. C'est pas les mêmes époques. Non, je voudrais tout simplement dans le printemps arabe, dans le temps c'est où il faut quand même satisfaire les revendications de la jeunesse. C'est eux qui soutiennent le système. Tu sais, mon co-débatteur, le débat contradictoire peut être tenu, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité sur le terrain. Vous savez, ils ont toujours des intérêts, et ces intérêts-là qui prédominent. Le général qui a le pouvoir aujourd'hui, qui contrôle le pétrole, il l'a dit, mon co-débatteur tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec lui, son analyse est cohérente, parce que la France a compris qu'il ne faut pas laisser ce général-là, parce qu'il risque de contrôler. Mais il a des alliés, il a l'Égypte, il a le Maroc, il a beaucoup de pays qui sont derrière lui, qui le soutiennent dans le monde arabe. Donc, il faut négocier avec lui. Maintenant, ils mettent l'Union africaine dedans de façade. Au moment de bombarder la Libye, ils devaient tenir compte de nos avis en tant qu'Union africaine pour dire qu'est-ce que vous pensez. Mais ils s'en foutent de l'Union africaine. C'est eux les tout-puissants. Cela montre un peu comment la gouvernance mondiale, sur le plan politique et sur le plan économique, est dirigée par certains dirigeants, c'est tout. La démocratie mondiale n'existe pas. On vient de nous les imposer. Ces grands démocrates disent qu'ils sont démocrates, ils sont dans le monde arabe où la dictature sévit. Ils sont dans ce monde arabe où on tue quelqu'un parce qu'il a volé quelque chose. Mais ils coopèrent avec eux parce qu'ils ont leur intérêt. Quand ils viennent chez vous, ils vous disent non, vous n'êtes pas démocratique, il faut ouvrir, c'est parce que tu ne fais plus leur jeu. C'est ce qui se passe en RDC également. Mais en Syrie, ils sont intervenus. Bon, à décrypter un peu le landerneau syrien, bon, ce n'est pas la même géopolitique, la même géostratégie. En Syrie, ils sont intervenus parce que, Assad ne faisait plus le jeu. Bon, ici, il y a deux éléments primordiaux qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est ce peuple-là qui a été gâté en matière de ressources énergétiques, le pétrole. Et vous savez ce que le pétrole représente pour ces Occidentaux qui, déjà après l'embargo de 1973, ont eu plus d'un tournis pour régler cette difficulté de parcours. Donc, par rapport au contexte libyen, revenant à ce contexte-là, j'explore la même sphère d'intelligence que mon co-débatteur quand il dit, oui, au-delà du calendrier caché, pourquoi revient-on maintenant à l'Union africaine alors qu'au début, quand il s'agissait de bombarder, quand il s'agissait d'exterminer Kadhafi et son système, on n'est pas venu, on n'a pas eu recours à nous pour demander notre avis. Oui, donc c'est cet élément-là et l'autre élément. C'est parce que l'Union peut-être n'a pas insisté. Parce que Sassou, par exemple, il demandait à la communauté internationale de ne pas ignorer, comme en 2011, la voix de l'Afrique sur la question libyenne. Oui, en 2011. Ça voudra dire que l'Union africaine avait une voix. Non, en 2011, là, il y avait des voix. Il y avait Zuma. Oui, qui n'a pas été écouté. Qui n'a pas été écouté. Parce que l'Union africaine même n'a pas montré une capacité. Mais est-ce que comme ça aujourd'hui, vous connaissez les faiblesses de l'Union en son temps? Non, le problème de Sassou, je vous ai dit. Non, mais on est en train de gérer les effets maintenant. On est en train, parce que le problème de Sassou est autre. Sassou a eu des problèmes avec Hollande. Hollande est parti. Il trouve maintenant en quelque sorte la bourre de sauvetage, la main tendue de Macron. Il veut en profiter pour régler en quelque sorte les problèmes d'arrière-coup. Mais au-delà, je continue de dire que quand on voit aujourd'hui, on fait une analyse du landerneau africain, je pense que c'est celui qui est encore capable d'aller sur le terrain
et d'essayer de faire une rencontre entre les deux belligérants pour essayer de trouver la solution, puisque lui-même, dans sa posture d'ancien patron de milice, d'ancien chef de guerre, il aura les atouts. Il le ramenait contre Lissouba. Bien sûr. Pour garantir la France-Afrique. Et donc, cette posture qu'il a, qu'il a, permettra également d'avancer dans ce dossier-là. Mais l'autre élément qui compliquerait la tâche, c'est que si le calendrier caché, la dernière trame de ce calendrier caché, c'est d'obliger les Libyens à aller aux élections, vaille que vaille. C'est ça. Vous pensez que c'est compliqué? Et ça serait compliqué. Pourquoi? Si les deux belligérants n'essayent pas de régler leurs problèmes. Mais est-ce que les belligérants, puisque aujourd'hui, Haftar, il est autoproclamé, notre gouvernement est officiellement installé, reconnu par la communauté internationale, il y a pas de belligérants. combat tous les clans collatéraux qui jouissent, qui tirent leur légitimité à partir de la présence de Sarraj. C'est ça qui se passe. Donc il faut rapidement démanteler ce système-là pour avoir la paix. Vous avez fait allusion à la Syrie. C'était le même agenda. Hein? Il était convenu d'éliminer Assad, Saddam Hussein et Kadhafi. De la même manière. Quand ils sont allés, en allant en Libye, qui s'attendaient qu'ils allaient pour tuer Kadhafi? C'était sous les coulisses. Quand l'Union soviétique a compris que, bon, ça lui a fait mal qu'on tue Kadhafi, l'Union soviétique. C'est pourquoi ils ont refusé, la Chine et l'Union soviétique, ils ont refusé de les suivre sur la Syrie, le terrain de la Syrie. C'est de la mascarade. C'est les mêmes personnes qui sont venues soulever une partie du peuple, on les a armés. Assad leur a dit, mais vous êtes en train d'armer les djihadistes, les islamistes, arrêtez. Ils ont continué et ça a retourné contre eux. Maintenant, ils sont obligés de se lier à Assad pour combattre cela. Mais ils commettent des désordres un peu partout dans le monde. Ils sont des génocidaires. Je pèse mes mots, c'est des génocidaires. Parce qu'un commanditaire qui crée des actions qui tuent des populations et reste là-bas tout simplement dans les bureaux pour faire de la théorie, franchement, le peuple africain n'est pas en train de dormir. Et ça, les yeux sont ouverts. Ils n'ont qu'à arrêter. Tu vois, c'est le même agenda. Hein. Assad, maintenant, la Russie l'a sauvé, la Chine. L'Irak, ils ont tué un président qui est bon pour son peuple. Parce que les contextes socio-culturels ne sont pas les mêmes. Justement, contexte socio-culturel en question ici, c'est des Arabes, mais le président francophone, Sassou Nguesso, veut les réunir. Est-ce que vous pensez que les négociations, dans les mêmes termes? Non, c'est dans le cadre de l'Union africaine. Et là aussi, dans la négociation, il faut tenir compte des contextes socio-culturels. Vous savez, la Libye, Kadhafi s'est appesanti sur des tribus. Mais aujourd'hui, justement, quand Folie estime que demander aujourd'hui aux belligérants d'aller aux élections de façon démocratique serait compliqué, est-ce que vous voyez ça comme ça? Non, il faut les amener à l'accepter. Je vous dis, il y a des tribus qui ne reconnaissent même pas ce gouvernement-là. Ce gouvernement que vous appelez officiel, pour moi, ce n'est pas officiel. Il n'est pas l'émanation du peuple. Les gens se sont réunis pour monter. La manière dont ils ont tué Kadhafi, ça leur plaît comme ça de venir monter sur notre territoire en Afrique, de monter un gouvernement qui leur plaît. Non. Il y a eu des élections. Quelle élection? Législatives. Il y a un parlement aujourd'hui qui existe. Au moment où le pays est en partition, quand même. Maintenant, ils n'ont qu'à contrôler le territoire. Le territoire, une grande partie du territoire, toutes les richesses sont dans la main du général. Et c'est un partisan de Kadhafi. Quand il salue, il fait comme ça, comme Kadhafi. Et Kadhafi, le peuple libyen regrette Kadhafi aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et le peuple africain regrette Kadhafi. Lamine Cissé, aujourd'hui, le général Haftar n'a pas répondu, par exemple, à l'appel de Kinshasa, c'est vrai, de Brazzaville, du moins. Il a effectivement présenté ses excuses. Il a envoyé un représentant, mais le Premier ministre Sarraj était là-bas. Aujourd'hui, il a entrepris des démarches. Il est allé voir le Congolais Sassou Nguesso pour renégocier avec lui les termes de cette rencontre et aller le lendemain en Tunisie, rencontrer le président Kaï Essebsi pour lui dire également qu'il est vraiment dans la main tendue pour que la paix revienne en Libye. Est-ce que vous voyez qu'il est en train de... Très bonne démarche. Très bonne démarche. Je crois qu'il faut, il faut que les Libyens se parlent. Moi, mon problème, que les Libyens se parlent dans le contexte libyen et qu'on les accompagne. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences parce qu'il y a des intérêts. Maintenant, ils ont détruit la Libye. Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? C'est les marchés. Hein. Les multinationales sont positionnées pour partager les marchés. C'est ça qui les fait vivre. Les grands gratte-ciel qu'ils construisent chez eux là-bas, c'est notre argent. Il faut briller ce système-là. Vous comprenez, Bédi Kaïd Essebsi a dit au général Haftar qu'il ne va pas intervenir dans la crise libyenne, mais qu'il souhaite quand même que la paix revienne dans ce pays.
un dirigeant arabo qui parle en ces termes-là. Vous trouvez ça comment, vous? Oui, je pense qu'on ne peut pas régler ce problème libyen sans le général Haftar. J'ai l'impression aujourd'hui. Mais lui, quand même, il est pays frontalier. Non, vous savez, les pays qui sont à la lisière de la Libye, eux également avaient un problème d'agenda caché avec la Libye. Bon, Ah bon? Bien sûr, ils ont l'agenda caché, l'Algérie a l'agenda caché, la Tunisie, le Maroc, tous ces pays-là. C'est seulement aujourd'hui l'Égypte qui se départit de cet agenda ancien et qui joue franc jeu. Mais en épousant également les idéaux du général Haftar. Et c'est ça qui complique un peu la tâche à l'Égypte. Sinon, dans sa posture aujourd'hui, dans la réalité, dans le décryptage de la réalité du terrain, le soutien de l'Égypte est d'un soutien inestimable. Parce que grâce à l'Égypte, les bandes armées, les milices qui avaient pignon sur rue et qui, ont constitué en quelque sorte des alliances et qui, étaient des prédateurs, mettaient la main sur toutes les ressources. Grâce à ce soutien-là, le cordon, vous voyez que le cordon qui quitte de la Libye jusqu'en passant par l'Égypte, par le Sinaï, tout ce cordon-là est en train d'être décapité, d'être démantelé. Et il fallait, aujourd'hui, après analyse, compter également sur ces pays-là qui avaient joué un jeu un peu trouble. Il fallait revenir, en quelque sorte, prendre langue avec eux pour qu'ils aient leur droit de regard. Parce que c'est pourquoi je disais, dans sa posture, je trouve un peu d'handicap à Sassou. Parce qu'il n'a pas intégré les réalités endogènes arabophones. Mais les autres, au-delà de cette faiblesse, de cet handicap de Sassou, on peut compenser avec le Tunisien, avec le Marocain. Malheureusement, le Tunisien n'est pas dans ce haut comité, mais il y a quand même le Niger et la Mauritanie. Ça règle déjà le problème. Ça règle déjà le problème, parce que d'abord, ces deux pays, eux-mêmes disent... Ils ont été victimes, c'est les victimes, ils ont été victimes. Les dégâts que leurs terreaux ont été, en quelque sorte, les premiers théâtres à, en quelque sorte, enregistrer les ondes sociales de cette guerre. Ils n'ont pas assuré le service après-vente. Donc, les premières répercussions après cette guerre-là, c'est d'abord le Mali, le Niger et la Mauritanie. Et vous voyez comment ces bandes djihadistes écument ces différents territoires et qui se servent de ces différents territoires comme rampe de lancement pour aller en quelque sorte soutenir les milices en Libye. Il fallait donc tenir compte de ces différents acteurs-là pour intégrer ce paramètre un peu arabophone que Sassou Nguesso n'a pas. Absolument. Et c'est pourquoi je dis l'un dans l'autre. Je pense qu'on peut intégrer tous ces paramètres-là et permettre à Sassou Nguesso. Exact. Oui, non. C'est la même voie. Vraiment, je soutiens ça. Son analyse est pertinente. Parce que c'est des acteurs directs ou indirects, mais c'est des acteurs qui sont concernés par la crise libyenne. Hein. Et puis, ces pays-là... Vous savez, il y a un spécialiste qu'on a invité ici, un Béninois, qui a été formé dans les camps militaires de Kadhafi, dont le papa a été l'ami à Kadhafi, qui dit que moi, je sais ce que vaut Kadhafi. Kadhafi avait toute une armée. Maintenant, vous savez, c'est pourquoi il y a quelquefois certains chefs d'État qui étaient un peu réticents, jaloux. Ça, là, quand on règle un problème africain, il n'y a pas dans une famille où il n'y a pas de problème. Mais quand le problème frappe la famille se réunit pour faire face aux problèmes extérieurs. Dans le cas libyen aujourd'hui, c'est l'Afrique que nous défendons. Ok? Nous ne sommes pas en train de dire que Kadhafi est blanc comme neige. Mais ses atouts, ce qu'il apporte est très bon pour l'Afrique. Il faut magnifier cela, d'autant plus que les gens là, c'est sur cet angle-là seulement qu'ils l'ont éliminé. C'est ce qui fait mal. Alors comment aujourd'hui pourront-on dépasser les clivages, vaincre l'égoïsme individuel et en même temps de son clan pour participer à la paix dans ce pays? Ça sera compliqué. Regardez ce qui vient comme perspective, je pense que ça sera compliqué. Il va falloir que les deux belligérants qui ont, excusez-moi du thème, qui ont déjà leur ego long comme ceux des Ouattara là, arrivent à s'asseoir et à discuter, et à jouer franc jeu. Bon, maintenant, il y a un dernier paramètre qui est en perspective et qu'il ne faut pas négliger. Il y a la fratrie Kadhafi, les enfants Kadhafi qui sont en train de renaître de leur sang. Bon, maintenant, quelqu'un réussira-t-il à les récupérer entre les deux camps? Le camp qui va réussir à récupérer les enfants Kadhafi, dont on connaît les pesants, dont on connaît la force de frappe, ce camp-là aura le dernier mot. Mais il use qu'au-delà de tout,
que les deux se retrouvent à une table ronde pour essayer d'élaguer les difficultés de parcours, pour essayer d'entrevoir des perspectives plus heureuses pour ce peuple qui a, ces derniers temps, souffert le martyre. Vous savez, le général a fait un effort pour la libération de Saïf Islam, le fils de Kadhafi. Ce général a joué un grand jeu pour sa libération. Dès qu'il est libéré, la TPI, tribunal pénal international. Non, c'est pas international, africain. Ils ont levé la voix pour dire que oui, ils veulent convoquer. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas que nous ayons la paix, quoi. Tu vois, nous avons des handicaps un peu partout. Donc, le problème libyen, Kadhafi s'est basé pendant toutes ces années-là sur les tribus, sur leurs spécificités socio-culturelles, pour amener à construire la Libye. Parce qu'on peut construire un pays dans toutes les spécificités. Donc, la négociation là qui se fait, il faut que cela se fasse dans le contexte spécifique libyen. S'il sort dans le contexte spécifique libyen, c'est-à-dire que c'est une négociation de façade qui ne va pas tenir très longtemps. Donc moi, je pense que les Libyens eux-mêmes, il faut voir les acquis. Comment Kadhafi a pu gérer 40 ans ce pays-là, dans la stabilité, etc. Il a été un stratège extraordinaire. Parce que, vous savez, quelquefois, cette révolution libyenne, quelquefois Kadhafi même n'est pas en phase avec son peuple. Il décide quelquefois, le peuple dit nous ne sommes pas d'accord. C'était une démocratie populaire, vous voyez. Kadhafi, quelquefois, il fait l'Union africaine, mais il y a des Libyens qui se lèvent, qui manifestent, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il les laisse se manifester. Il y a des Libyens qui se levaient, qui bastonnaient les Africains qui étaient en Libye en ce moment-là, qui étaient en déphasage avec les positions de Kadhafi. Donc, franchement, cet homme-là, ils l'ont diabolisé, instrumentalisé, mais il n'a jamais été un dictateur, sinon il allait réprimer son peuple, celui qui va à l'encontre de ses décisions. Mais maintenant, cette négociation doit se faire dans le contexte africain et libyen. Si cela se fait, ce serait une négociation qui va produire des résultats durables. Alors, les deux antagonistes sont très importants dans la stabilisation. Je crois que la Libye doit aller vers un gouvernement d'union nationale pour un temps et permettre à ce gouvernement d'union de travailler, d'asseoir les fondamentaux. Et qui va installer ce gouvernement? Qui c'est? Le gouvernement de l'Union africaine. Laissons les Africains gérer le continent africain. Parce que ces gens-là, c'est l'Union africaine. Bon, on ne peut pas parler de l'Union africaine sans parler des Nations Unies. Mais je crois que nous sommes dans une dynamique où on laisse les régions, les entités gérer. Par exemple, un problème qui se passe à la CEDEAO, la CEDEAO fait référence à l'Union africaine, mais c'est la CEDEAO qui gère. L'Union africaine est une institution continentale. Ils n'ont qu'à nous laisser nous prendre nos responsabilités. S'ils peuvent apporter des appuis techniques dans le sens, nous, de la vision que nous avons du règlement de nos conflits, ce serait très bien. Mais on ne peut pas régler le problème libyen à la manière dont les Blancs le veulent. Quand je parle des Blancs, je parle du système, parce qu'on n'a rien contre le Blanc. Parce que nous avons des Blancs qui combattent avec nous pour éradiquer ce système-là. Il y a des Blancs qui sont avec nous. Donc ce n'est pas le Blanc qui nous intéresse, c'est le système. Quand on dit Blanc, c'est le système. Mais les Blancs, c'est des êtres humains comme nous. On n'a rien contre le Blanc parce que même pendant l'esclavage, il y a des Blancs qui luttaient contre l'esclavage. Pendant la colonisation, il y a les Blancs. Jusqu'à présent, dans ce combat de France-Afrique, etc., les Blancs nous soutiennent. Ils travaillent avec nous. Alors l'autre élément modificateur ici, c'est bien sûr les frères, les fils de Kadhafi, dont Salifa, dont vous avez évoqué tout à l'heure le nom. Il va pencher pour qui? Le général? Non, vous savez, Saïf, je crois qu'il faut... Il est visé. Tu sais, ce qui est visé contre Kadhafi, c'est exterminer tous ceux qui peuvent porter le flambeau de Kadhafi. C'était ça qui était le plan. Donc Saïf, il n'est pas en sécurité. Pour moi, il ne faut pas qu'il se rende visible maintenant. Il peut, dans les coulisses, participer à la négociation, mais qu'il laisse le peuple libyen réclamer son avènement. Vous pensez que porter aujourd'hui Saïf à la tête de la Libye peut calmer les uns les autres? Je partage l'avis de mon co-débatteur. Il faut que... Qui se cache d'abord? Faisal se mette d'abord sous les témoins. Qu'il se fasse oublier. Qu'il laisse les deux protagonistes, les deux belgérants régler d'abord les problèmes. Et d'ici 50-10 ans, bon, il peut émerger et deviendra incontournable. Vous pensez qu'il a la vie politique vraiment? Non, vous voyez déjà, ils ont sorti déjà, il y a déjà l'épée de Damoclès. TPI, c'est déjà là. Donc, il faut qu'il s'éclipse.
qu'il se rende. Mais vous le voyez vraiment prendre... Non, d'ici 10 ans, non, il sera incontournable. Non, d'ici 10 ans, il sera incontournable. Non, ça là, c'est incontournable. Ça, le destin même, il a tout tracé. Il n'y a pas de solution dans 10 ans sans Faisal. Ça, là, vous savez, ce monsieur-là, il a tellement... Il a des montagnes de secrets. L'Occident a peur de ce safe. Justement, à partir de cet instant, vous pensez qu'on peut le laisser libre? C'est ce que je suis en train de dire. Même s'il se cache 10 ans après? Non, mais écoutez, l'Afrique, le continent est vaste. Hein. S'il veut, il n'a qu'à venir rester... Sarkozy a assassiné son papa. François Hollande est venu, n'a pas pu pacifier le pays. Aujourd'hui, Macron a appelé les dirigeants en France et l'Union africaine est montée aujourd'hui au créneau pour dire rester à l'écart de cette crise-là. Vous pensez aujourd'hui que la crise libyenne peut vraiment connaître une fin et que la stabilité reviendra? Non, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre sans fin. À partir du moment où les intérêts de l'Occident seront en jeu, parce que le pétrole libyen ne va pas finir demain. Non, attendez, je suis en train de dire là où la France est assise sur la même table avec l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est des gens qui collaborent bien. Vous vous rappelez le nazi? Je crois qu'après les 2 guerres, les gens sont assis sur la table de négociation. En Libye, ils ont tué notre président. L'Occident ne tuera plus notre président africain. C'est terminé ça. Ils ont tué Sankara. Nous verrons à cela maintenant. Parce que nous dormions. Le peuple était passif. Mais ce peuple est confronté à des difficultés énormes. L'école, la santé, etc. Mais pourquoi? On se pose la question, mais pourquoi? Mais parce qu'on est riche, mais pourquoi on est pauvre? Vous savez, ça éveille les consciences. Les consciences sont éveillées. Nous ne voulons plus qu'on tue un de nos dirigeants. Il faut que nos chefs d'État nous montrent clairement qu'ils sont là pour le peuple africain. Parce que l'histoire va leur montrer que demain, l'histoire va compter leurs actions. S'ils ne sont pas des héros, demain on va leur dire vous n'avez jamais été des héros. Mais maintenant, la lutte est générationnelle aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui est confrontée à d'énormes problèmes. Mon frère, là où vous êtes aujourd'hui, vous devez avoir votre maison, vous devez avoir votre voiture, vous devez pouvoir vous soigner sans vous soucier. On a les ressources potentielles ici. Et nous avons des compétences. Vous savez, nous avons des compétences à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais ce système qui nous tient, nous parviendrons à briser ce système-là et à libérer l'Afrique enfin. Libérer l'Afrique enfin, ça passe par des dirigeants responsables. Barack Obama avait dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous sommes dans cette vision? Vous l'avez déjà dit, quand on fait le tour des chefs d'État africains, Sassou est que le seul aujourd'hui qui a le profil pour ramener la paix en Libye. Mais est-ce que, puisque Tchad, le président Idriss Déby Itno l'a eu déjà à ses dépens, quand il a commencé à montrer ses égos, montrer que l'armée tchadienne peut intervenir au Niger, calmer le Boko Haram au niveau du Nigeria avec le Cameroun, on a commencé à dire que c'est son armée qui a orchestré les exactions, les viols en Centrafrique, vous avez vu? Alors qu'est-ce qu'on peut du jour au lendemain coller à Déby pour qu'il renonce à cette volonté aujourd'hui? Non, lui là, il a renoncé. La semaine dernière, il était à Paris, il a eu 20 milliards. Donc bon, il avait des difficultés de trésorerie, il a eu la manne est tombée, bon, il va se taire pour un bon moment. Le combat du CFA, bon, pour lequel... Nous avons en quelque sorte donné notre onction, notre accord, notre aval. Au moins, parmi les présidents africains, quelqu'un proche, quelqu'un du précaré a pu lever le ton. Mais tout ça, là, c'est du passé. Il a déjà eu, dans son escarcelle, 20 milliards la dernière fois. Je me demande s'il aura encore le courage de parler. Et c'est comme ça, comme le dit mon co-débatteur, c'est comme ça qu'ils tiennent l'Afrique. À travers de petits gestes. Non, je pense que... À travers quelques gestes d'humanisme, on nous jette quelques milliards, et bon, et tout le monde se tait, tout le monde est au Gadaou. Non, mais je crois qu'Idriss est un combattant, qui se tient toujours debout, parce que le sacrifice immense qu'il a consenti pour la paix en Afrique, surtout au Mali, là, c'est extraordinaire, et c'est lui, aujourd'hui, qui lève le ton, qui dit ça, c'est pas bien. Je pense que malgré ce qu'on leur a donné, il peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer du tic au tac. C'est un révolutionnaire, c'est un combattant qui est pour la cause du peuple. Et qu'est-ce qu'il a gagné maintenant? À part aller au charbon. Il a toujours été au charbon. C'est quelqu'un aussi qui a donné sa vie à la vie du peuple tchadien pour les Africains. Donc ça, vraiment, chapeau. Mais si nous avons par exemple en Afrique des pays, parce que le Tchad, la géopolitique tchadien, c'est compliqué de gérer. C'est très compliqué. Regardez les pays qui entourent le Tchad.
c'est un foyer de tension. Mais maintenant, il a pu avoir une armée quand même plus ou moins qui est forte. Boko Haram, lutter contre le Boko Haram. Mais c'est sécuriser le Bénin, le Sénégal et autres. Mais il a été à l'avant-garde. Je crois qu'il faut saluer cela. Maintenant, le Tchad est en difficulté parce que les matières premières, le pétrole a chuté. À un moment donné, c'est en train de légèrement lever la tête. Mais tout ça, nous avons des économies éphémères, très éphémères. C'est-à-dire qui subissent le coup le jour au jour. Oui. Alors, ma question avec précision, c'est ceci. Puisque quand Déby a commencé à montrer ses égos, on lui a rapidement collé les implications de son armée dans les viols en République centrafricaine. Alors, Sassou Nguesso aujourd'hui qui prend le devant des opérations en Libye et qui estime que la communauté internationale doit pouvoir tenir compte de la voix de l'Afrique et ne pas l'ignorer comme elle l'a fait en 2011. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, lui qui a révisé la Constitution, alors que ce n'était pas donné en 2016 qu'il soit encore représenté puisqu'il a déjà bouclé ses 2 mandats, et lui qui a également organisé des élections législatives avec des contestations. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment la côte pour poursuivre le combat? Non, si le combat est africain et c'est panafricain, je crois qu'à ce niveau-là, il n'est pas le seul. Il ne peut pas imposer ça. Il est avec des dirigeants qui ne sont pas suffisamment bien propres aussi. Non. Vous savez, je vous donne un exemple, par exemple. La Libye ne peut pas se gérer tant que ce n'est pas géré dans le contexte libyen. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir imposer aux Libyens ce qu'ils ne veulent pas? Ce n'est pas possible. Le général qui est là. Non. C'est les Libyens qui vous disent voilà notre solution. Vous travaillez sur cette solution-là. Maintenant, ce que je voudrais dire, Sassou Nguesso, c'est les Occidentaux là. Si vous êtes la main armée des Occidentaux, quand vous rentrez dans le règlement, ils vous soutiennent pour que vous réussissiez. C'est pour montrer que voilà, on a mis un bon président ici pour vous là. Regarde ce qu'il a fait. En attendant, eux, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Alors, incontestablement, Sassou Nguesso n'est pas pour moi, c'est pas un modèle. Un modèle en tant que c'est-à-dire patriote africain. Nous n'avons pas vu cette poigne-là, ce combat pour l'Afrique, l'émergence. C'est un combat local. Le combat est que c'est entre lui, les gens veulent Congo vont continuer à... Il faut un président, ils ont chassé l'autre Lissouba, ils ont amené celui qui peut faire l'affaire. Et il a fini son mandat, la constitutionnellement, il n'est pas valable, ils ont dit révise, c'est pas problème. Il a révisé. L'autre là a amené les Chinois en RDC, ils ont commencé, ils ont dit ce monsieur-là, il faut partir. Voilà ce qui se passe en Afrique. Alors justement, lui, il a le conjugo qui est à côté de lui, qui est quand même sur le fait de rampe aujourd'hui, mais de façon négative, et il n'arrive à rien faire à ce niveau-là, mais il va aller régler la question en Libye. Vous trouvez ça normal? Non, vous savez, Sassou Nguesso devait se réjouir de ce qui se passe à Kinshasa. Parce que ce qui se passe à Kinshasa lui a permis d'avoir le coup de France pour faire sa révision, et de continuer par faire les élections à 2015. Aujourd'hui, ce qui se passe à Kinshasa, où un régime tient les tenants du pouvoir et refuse d'aller dans la voie de la légitimité, de la légalité, Sassou Nguesso est là-bas. Ça le conforte davantage pour dire, vous voyez, à ma lisière, ce qui s'est passé en Libye, il faut régler cette question pour me donner en quelque sorte les coups de franche pour pouvoir agir. Il a commencé par agir à Kinshasa, mais entre-temps, l'autre aussi qui avait son calendrier caché, le jeune Kabila qui avait son calendrier caché, ne lui a pas permis d'extérioriser toute sa pensée. Mais aujourd'hui, il a compris qu'en allant à Kinshasa, ce n'était pas bon pour lui. Il a laissé le marché local, et il est parti à l'international pour aller mieux se vendre et pour mieux asseoir son pouvoir. Parce qu'en entrant dans cette posture de médiateur attitré en Libye, j'ai compris que Sassou Nguesso voulait en quelque sorte compenser ce qu'il n'a pas pu avoir par la main gauche. Ils n'ont qu'à laisser la... Cette émission est terminée, Lamine Cissé. Si on retient donc votre point de vue sur ce plateau, les décisions qui seront issues donc de cette rencontre de haut niveau sur la Libye, si elles n'émanent pas des autorités libyennes, en conformité avec leur peuple, c'est bien sûr la voix de la France-Afrique qui parle toujours. Oui, mais c'est-à-dire que ce serait un règlement de conflit partiel qui sera de renouvellement à renouvellement. Il faut le régler dans le contexte libyen.
Merci donc à vous, Lamine Cissé, communicateur, analyste politique. Merci également à vous, Titus Folly, éditorialiste, consultant média, d'avoir partagé donc vos réflexions sur cette question libyenne. Si véritablement la résolution de la crise libyenne est une initiative africaine vue par le président Sassou Nguesso, ou si c'est bien sûr une main invisible de l'Occident. À chacun et à tous de faire son opinion. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour très bientôt sur Angle de Vue.